Bon, bienvenue, bonjour. J'ai le trac. C'est impressionnant. C'est très impressionnant. On a l'impression d'être au début d'un sutra. Vous savez, quand tous les bodhisattvas arrivent de toutes les parties de la... Il y a des nonnes, il y a des laïcs, il y a des bodhisattvas, il y a des arhats, il y a des déités dans le ciel. Voilà. Et nous, c'est un peu ça, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent aussi à La Réunion, à Tahiti, où ça, à Chamonix, un peu partout, dans toute la France et dans le monde entier. Donc, c'est comme dans un sutra. Voilà. Le maître viendra vous parler tout à l'heure et vous donnera le message du Bouddha lui-même. Donc bienvenue. C'est vraiment une grande joie de vous voir tous, des visages anciens, des nouveaux. Ça fait vraiment plaisir et très très content que ça commence enfin. Ça fait pas pour certains parce qu'ils l'attendent depuis longtemps. Donc voilà, le jour J est enfin arrivé et voilà. Donc c'est très vaste. On est dans un univers très vaste, virtuel et autres, et la perspective donc de ce Peba est aussi très vaste puisqu'elle s'inscrit dans la vision de Lama Yeshe et de Lama Zopa. Lama Yeshe, vraiment, c'est grâce à lui qu'on a tout ça. Donc déjà, on peut ressentir une énorme gratitude pour Lama Yeshe et pour Lama Zopa qui nous permettent d'être là aujourd'hui. Sans eux, on ne sait pas où on serait. Enfin, moi, je ne sais pas, en tout cas. Et donc, merci beaucoup à eux. Et c'est donc c'est la première chose, je pense, à laquelle il faut penser au début de ce Peba, c'est à remercier nos maîtres qui nous permettent donc de pouvoir nous consacrer dans ce programme d'études qui est un programme à long terme. Hein, on part pour une grande aventure pour 7 ans à peu près. 7 ans, on va dire 7 ans, c'est un joli chiffre. En tout cas, quelques années ensemble. Voilà, on va passer du temps ensemble. Hein. Donc c'est un engagement aussi qui s'étend sur la durée. Ça veut dire que pendant ces 7 ans, on va passer par tout un tas d'états, c'est normal, au fur et à mesure de ce que les enseignements et les textes eux-mêmes vont nous amener à vivre et à découvrir en nous et à le mettre en pratique. Donc c'est dans cette optique-là, je pense, que s'inscrit le Peba, donc dans cette optique vaste et à long terme. Donc il y a 9, comme vous le savez, si vous ne le savez pas, je vous le dis, il y a 9 modules qui vont s'échelonner, qui ont été vraiment bien pensés par différents guéchés, justement pour intégrer au mieux et assez rapidement quand même les enseignements du Bouddha. Donc ce programme est progressif. Il y aura des aspects plus pratiques, d'autres plus intellectuels, d'autres plus compliqués, d'autres plus simples. Et tout ça fait partie justement d'une tentative d'intégration à la vie quotidienne. C'est aussi le but. Lama Yeshe n'a jamais voulu qu'on acquiert des connaissances pour la connaissance. Ça n'a jamais été son but. Ce qu'il veut, c'est qu'on soit des vrais êtres humains, avec un cœur, avec un esprit, et qui fonctionnent du mieux possible dans le monde, avec ce que l'enseignement du Bouddha peut nous offrir. Donc, ce programme est fait, bien sûr, d'enseignements, mais ces enseignements, il ne faut jamais oublier qu'ils sont là pour être mis en pratique. Et comme la tradition l'exige, ça passe par 3 étapes. Vous savez toujours l'étude ou l'écoute ou l'étude, la réflexion et la méditation. Et parfois, on en ajoute un 4e, c'est l'action. Et l'action est aussi nécessaire pour pas que les enseignements soient une lettre morte. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir l'attitude qui est un peu normale au début, de venir écouter à des enseignements, et puis ces enseignements, on les écoute, ils sont bien, ça nous fait plaisir, ça nous fait vibrer quelque part, mais ça reste dans un coin ou dans un recoin de notre esprit, et on n'en a pas vraiment le goût, parce qu'on ne fait pas l'action nécessaire pour aller chercher ce goût. Et c'est à ça que nous invite cet enseignement du Peba, c'est aller chercher le goût de l'enseignement. Après, justement, l'avoir entendu,
et l'avoir étudié. Donc il y a un premier processus, c'est un processus d'étude ou d'écoute d'abord et d'étude ensuite, sur lequel met l'accent le débat. Comment changer de... Voilà, tout... C'est moins bien, mais bon. Peut-être qu'il faut que j'arrête mon discours. C'est peut-être... Vas-y, c'est bon ? 1, 2, 3, oui, c'est parti. Donc le premier point, c'est l'écoute et l'étude. Et ce processus, en fait, il pourrait se comparer au... comme Amélie Eschel avait beaucoup cet exemple aussi du chocolat et du gâteau au chocolat. Si on veut faire un gâteau au chocolat et qu'on veut faire plaisir à ses amis, on va essayer de prendre la meilleure recette que l'on trouve. Si on le fait pour soi, on s'en fout des recettes. On va improviser, on va faire ce qu'on veut. Mais si on veut vraiment faire plaisir à ses amis et qu'on a invité, on va essayer de trouver la meilleure recette et on va l'étudier, cette recette. On va d'abord regarder les ingrédients qu'il faut, on va regarder comment ça s'organise, combien de minutes il faut, enfin tout le processus. Et une fois qu'on aura vraiment bien compris tout ce qu'il faut pour le faire, on va aller acheter toutes ces choses-là, on va les trouver dans le magasin, on va se bouger en quelque sorte. Et après, on va passer à l'action et on va utiliser nos bras et tout ce qu'il faut pour créer quelque chose à partir de ça. Et ça, c'est la deuxième phase, c'est la phase de réflexion, où on s'approprie un petit peu tous ces ingrédients pour en faire quelque chose. Et une fois que la pâte commence à être faite, qu'elle prend forme un petit peu, on l'enfourne. Et quand on l'enfourne, il se passe quelque chose, pas tout de suite, mais au bout de peut-être un quart d'heure ou une demi-heure, on commence à sentir l'odeur. Et quand on commence à sentir l'odeur, ça veut dire que, il y a on a déjà une expérience directe qui arrive. Et cette expérience directe, elle commence à nous faire savourer ce qui va être la suite. Et la suite, c'est la méditation qui l'amène quand on retire le gâteau du four et qu'on peut savourer son odeur, non seulement son odeur, son goût et tout ce qui va avec, et que ça s'intègre, quand on le consomme, ça s'intègre vraiment à notre être. On ne se demande pas où ça va, on ne se demande pas si ça va dans le sang, si ça va dans les cellules, si ça va dans les selles, j'en sais rien. On ne se pose pas la question. On sait que quand on l'avale, ça s'intègre à nous et ça nous nourrit. Donc c'est la troisième phase de méditation qui est là pour nous nourrir et qui est aussi donc complètement indispensable. Sinon, ça n'a pas vraiment de sens tout ça. Si on fait un gâteau et qu'on ne le mange pas, ça ne sert à rien. Et ça me fait penser qu'en sanskrit, le mot pour méditation, on dit toujours en tibétain, mais vous le savez, en tibétain c'est gompa, c'est l'habitude. Mais en sanskrit, le mot pour méditation c'est bhavana. Bhavana, ça veut dire une odeur qui imprègne le tissu. C'est-à-dire que quand il y a des parfums autour, tous les tissus, les rideaux, tout ça de la pièce sont complètement imprégnés de ce parfum. Et bhavana, la méditation, c'est ça, c'est imprégner tout son courant mental, son courant de conscience, le courant de son esprit à cette odeur qui restera toujours. Voilà, donc pourquoi s'engager dans ce programme ? Eh bien voilà, c'est pour justement avoir le goût, avoir l'odeur, avoir tout ça qui s'intègre dans notre esprit. Et donc par rapport à ça, on peut agir, on a l'action qui vient après la méditation, et on a une responsabilité. Si on suit ces enseignements, c'est parce qu'on s'engage ensuite une responsabilité, un engagement par rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire on ne vient pas ici pour perdre notre temps. On a envie que ça serve à quelque chose, que ça serve à des gens. Et l'optique la plus vaste possible donc, de ces enseignements, c'est que ça serve à nous libérer du samsara et à libérer une infinité d'êtres du samsara. Donc voilà, pour ça, il y a du boulot. Je laisse le travail maintenant passer un petit peu à l'aspect pratique. Je crois que dans l'esprit, qu'est-ce que ah bon? Bah écoute, je n'avais pas prévu. De toute façon, vous avez reçu ce document qui présente le PEBA. C'est vrai que si on vous dit tout comme ça oralement,
vous risquez de l'oublier. Donc vous pouvez le revoir, parce que ce que dit Christian, c'est ce qui vous donne aussi la motivation. On réactive la motivation en comprenant un peu mieux dans quoi on s'est engagé. Et c'est vrai qu'il y a des moments un peu de baisse de régime. Et le fait d'être engagé ensemble est aussi très stimulant. Moi, je l'ai vu dans les autres cursus. Le fait d'être étudiant, c'est-à-dire on fait partie vraiment de ce groupe. Alors je pense qu'on reçoit les bénédictions des maîtres et des lamas qui ont choisi les textes, etc. Et qu'on est stimulé, on se sent pas seul dans son coin. Et donc c'est pour ça que j'ai encouragé pas mal de gens à s'inscrire en tant qu'étudiants. Christian va vous dire que vous êtes vraiment presque obligé, enfin, voilà, de faire le travail, de faire le maximum. C'est son rôle de vous encourager à faire le maximum. Après, on sait bien que chacun a sa vie de famille, a son travail, et donc chacun est tenu de faire pour le mieux, je pense, avec cet engagement. Ça veut dire que les gens qui ont peur de s'engager parce qu'ils ne pourront pas tout faire, je les tranquillise un peu. Et en même temps, donc c'est un peu cette voie du milieu, à la fois de se stimuler, parce que c'est quand même le seul moyen d'atteindre l'éveil, d'étudier, de méditer. Voilà, c'est notre rôle de vous encourager au maximum. Et puis en même temps, c'est un chemin personnel, et donc chacun va faire pour le mieux, avec ses conditions, avec ses capacités, avec le temps aussi qui compte actuellement, qui est un ingrédient important. Voilà, donc moi je suis Françoise et je suis coordinatrice, donc je serai à votre disposition soit par téléphone, soit par mail, si vous avez des questions qui concernent l'organisation. Donc je suis en lien avec Christian et Geshe-la, et voilà, pour faire le lien. Mais Christian est quand même un peu le soutien de Geshe-la dans tout ce cheminement, et voilà, il vous a très bien présenté l'esprit. Peut-être tu peux continuer sur les... Oui, donc juste pour quelques mots sur l'aspect connaissance. Bon, je pense que vous êtes tous conscients qu'on a besoin d'étudier, qu'on ne peut pas simplement pratiquer et méditer s'il n'y a pas un support d'étude derrière. Ceux qui ont fait découverte du bouddhisme avec moi, je pense qu'ils en sont convaincus. Et pour les autres, je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne sais pas maintenant, mais autrefois, moi je viens de la génération post-hippie un peu, on n'avait pas envie d'étudier. Hein. C'était méditer, pratiquer, méditer. Les études, bon, ça nous passait un petit peu. Donc on a passé des années comme ça à faire que méditer. Puis finalement, on s'est rendu compte que sans le support de l'étude, on ne pouvait pas aller très profond, qu'il nous manquait toujours des choses, parce que finalement, eh bien, on reste en surface et on n'arrive pas à aller en profondeur. Donc le but de l'étude, c'est bien justement d'aller en profondeur pour découvrir des choses en nous-mêmes, et découvrir aussi tout ce que recèlent de qualité les enseignements du Bouddha. Donc c'est pour ça que ce cursus est très progressif, parce qu'il va nous amener progressivement à découvrir toute la richesse de l'enseignement du Bouddha. Et cette richesse, donc, on l'acquiert en mélangeant ces trois choses, donc, que sont donc l'étude, la réflexion et la méditation. Il ne faudrait pas croire qu'il faille passer 12 ans à écouter ou à étudier, puis 12 ans à réfléchir, puis 12 ans à méditer. Sinon, on risque de mourir avant d'avoir pu commencer à méditer. En fait, non, il faut faire ces trois choses sur tous les sujets que l'on va entendre dans le Peba. C'est-à-dire commencer dès le départ, dès la semaine prochaine, par rapport à ce que Geshe-la aura enseigné ce week-end. Déjà commencer à se l'approprier, à reprendre ses notes, essayer de voir ce qui est autour, essayer de comprendre au-delà des mots, et après méditer sur ce que l'on a compris. Et c'est petit à petit que tout cet enseignement va acquérir plus de profondeur et devenir vraiment très très vaste dans notre esprit. Et c'est ainsi que nous pourrons justement après aider les autres. Parce qu'un but aussi du Peba, je pense que c'est aussi le but, c'est de faire de vous des enseignants.
Peut-être pas tout le monde, hein. Tout le monde n'a pas cette vocation-là, mais c'est aussi le but de ces connaissances, ou ce que vous allez comprendre, ce que vous allez intégrer, c'est de le transmettre aux autres. Donc, dans l'enseignement du Bouddha, il y a toujours l'aspect transmission qui est extrêmement important. On devient des transmetteurs en même temps. Et la lignée, toutes les lignées sont passées par là. Ce sont des lignées orales de maître à disciple. Et nous sommes des disciples. Hein. On n'est pas autre chose. Hein. On n'est pas des animaux. On est des disciples du Bouddha, quelque part. Et on s'inscrit dans cette longue lignée de maîtres et de disciples qui remonte à l'époque du Bouddha. Donc là aussi, c'est très, très vaste. Et il ne faut pas oublier, justement, c'est notre rôle et là où on est, en fait. On voit pas nos vies antérieures, on voit pas, enfin, en tout ce qui me concerne, et on voit pas vraiment où on va, mais sachant que l'on étudie ça, ça va s'intégrer dans notre courant de conscience. Et notre courant de conscience, passant de vie en vie, il aura aussi, espérons-le, donc une continuité et une progression comme ça. Donc c'est aussi à ça qu'il faut penser quand on suit ces enseignements, c'est-à-dire qu'ils vont être transmis à d'autres. D'où la nécessité de bien les écouter, de bien y réfléchir et de bien les méditer. Et pour acquérir la qualité. La qualité, comme un gâteau au chocolat dont on parlait tout à l'heure, la saveur, on ne va la goûter que si la recette a été bien appliquée. Si on a fait n'importe quoi, si la recette, finalement on en fait qu'à notre tête et on passe par-dessus ce qui est écrit ou ce qui est dit, et par-delà l'expérience de nombreux maîtres du passé, finalement, on ne va pas être satisfait. Il va falloir recommencer. Le gâteau, il va aller à la poubelle. Donc, pour éviter ça, éviter de perdre du temps, autant, dès le départ, vraiment mettre les bonnes bases et essayer justement d'avancer comme sur des pierres de guet avec toutes ces bases pour aller le plus loin possible. Donc, les enseignements de Geshe Loden, justement, sont là pour nous donner les bases justes, correctes et parfaites. Donc il est là pour nous transmettre l'enseignement du Bouddha dans sa pureté, dans tout ce qu'il a de beau, de toute sa qualité, dans toute sa précision aussi, une chose que je ne pourrais pas faire à sa place parce que je n'ai pas fait les études qu'il a fait, je n'ai pas ses qualités, je n'ai pas sa méditation. Et donc tout ça, lui, il l'a parfaitement intégré. Il est moine depuis l'âge de 6 ans ou 7 ans. Donc c'est un être absolument parfait pour nous transmettre ça. Donc ces qualités, on va les découvrir aussi, nous, au fur et à mesure qu'on va venir assister à ses enseignements. Et on va devenir de plus en plus proche de lui. Et c'est aussi comme ça que va passer cet enseignement du Bouddha, grâce à la proximité avec nos maîtres. Donc c'est sous une forme pure que va nous transmettre, que Geshe Loden va nous transmettre cet enseignement, en garantissant l'authenticité. Donc là-dessus, on peut y aller les yeux fermés pratiquement, pas vraiment, mais, puisque le Bouddha a dit qu'il fallait toujours analyser ses enseignements avant de pouvoir les mettre en pratique. Donc ça, c'est la partie qui nous revient. Les enseignements, c'est une chose. Je crois que Geshe Tashi disait que c'était 30%, je crois, et 70% qui reste, c'est à nous de le mettre. Donc il y a du travail quand même, pour pouvoir justement intégrer et s'approprier tout ça. Donc ce travail-là, eh bien, il va reposer sur vous, sur votre diligence, sur votre persévérance, c'est les qualités de base qui sont nécessaires pour avancer dans ce programme. On ne vous demande pas d'être des intellos, d'être intellectuels et d'avoir des capacités intellectuelles phénoménales, simplement de la constance, de la persévérance et de travailler quotidiennement à ça. C'est un processus quotidien dans lequel on s'inscrit. Et ces enseignements qui vont finir par vous habiter complètement pour que le Dharma devienne vous-même, que nous soyons le Dharma, il faut pour ça que chaque jour, il y ait une partie de notre temps qui soit dédiée à l'étude et à la pratique. Au moins, je dirais 20 minutes le matin, 20 minutes le soir, si possible. Et donc là, il y a une grille, si tu veux parler du côté pratique, justement, pour comment c'est mis
en valeur, tout ça? Donc après chaque week-end, moi je vous enverrai le matériel nécessaire et à chaque fois, il y a donc une suggestion de méditation, la lecture à faire et des questions qui traitent de ce qui a été enseigné le week-end. Et puis, il y a aussi la partie éthique et pratique, on n'en a pas trop parlé, qui fait partie du programme, qui était une part importante. Donc, notre comportement, donc être un peu vigilant, au moins regarder, il n'y a pas à se culpabiliser du tout, mais à noter, à apprendre à s'entraîner, puisque c'est quand même un entraînement, à noter notre comportement. Alors, on n'a pas choisi la méthode américaine qui est de marquer avec des cocher quand je suis en colère. Je sais qu'il y a des grilles comme ça qui existent dans la FPMT. Moi, j'ai choisi des émoticônes. C'est juste un petit rappel pour savoir quelle attitude j'ai eue. Est-ce que j'ai des choses à améliorer? Et le fait d'être plus conscient permet aussi de mieux appliquer les enseignements et de mieux comprendre comment ça rentre dans notre vie. Et puis donc cette grille, elle comporte aussi la partie méditation, la partie éthique et puis le service. C'est une chose qui est apparue aussi, cette notion d'action, donc comment je mets en action. Et le service, ça peut être des choses extrêmement simples aussi, puisque c'est un état d'esprit de service. Quelquefois, faire la vaisselle, c'est pas grand-chose, mais quand ça me plaît pas du tout et que je me mets au service et que je le fais consciemment, ça peut être quelque chose d'important aussi. Ne pas minimiser les petites choses du quotidien. Et après, ça peut être du karma yoga à l'institut, ça peut être de multiples choses. Donc il y a une colonne pour ça, vous la remplissez si vous le souhaitez. Vous notez, mais le fait de noter aide à prendre conscience de ce qu'on fait et montre l'importance. Et puis, il y a aussi ce cheminement qui évolue, on voit un peu où on en est. Donc, tous ces outils qu'on vous donne, ce sont des aides, des soutiens pour vous aider. C'est pas, moi, j'aurais plutôt tendance à dire que chacun va prendre l'outil qui lui convient, l'utiliser à sa manière. Comme on s'approprie les enseignements, on s'approprie les outils qui nous conviennent. Tout le monde n'a pas la même manière de travailler, la même manière de faire. Voilà, donc on vous propose de rendre le week-end suivant à la fois les questions et la grille remplie. Voilà. Comme ça, le fait de savoir que l'on rend quelque chose, que l'on le donne, ça va être lu. C'est un peu différent que de dire oui, je le sais, mais de l'écrire déjà, ça fait prendre conscience. Donc c'est un soutien, une aide. Utilisez-le si vous pensez que c'est juste pour vous. Voilà. Oui, une autre chose, c'est que donc il y a un gros travail personnel à faire, puisque donc une partie des choses vous les prenez à l'écoute de l'enseignement de Geshe-la, vous les prenez aussi dans les discussions de groupe, dans les méditations collectives que l'on va faire ensemble, et aussi par vos recherches personnelles. Et donc, en reprenant encore l'analogie du gâteau, quand on veut faire un bon gâteau, on analyse toutes sortes de recettes. Votre travail aussi là-dedans, dans cette aventure du PEBA, c'est aussi d'aller voir les commentaires, d'aller fouiller dans les commentaires. Parce que Geshe-la va nous donner certains aspects, mais après ces aspects-là, on peut les éclairer par d'autres manières, par d'autres biais. Donc il ne faut pas hésiter à aller piocher par exemple sur le lamrim, dans les différents lamrim que l'on trouve, dans les différents commentaires que l'on peut avoir à notre disposition. Si vous êtes anglophone, vous avez encore là une mine de possibilités. Et là-dedans, vous allez trouver des choses absolument intéressantes qui vont venir un peu étayer l'enseignement et apporter encore des choses qui vont vous parler intimement. Et donc ces choses-là, il faut les utiliser. Donc ça, c'est un travail indispensable. Nos maîtres ont tous fonctionné comme ça, surtout les Geshe. C'est comme ça qu'ils ont vécu toute leur vie, en comparant les commentaires. Pas pour acquérir des connaissances, pas pour être un super érudit, mais parce que dans chaque commentaire, il y a quelque chose de particulier qui n'est pas dit de la même façon dans un autre commentaire. Et il suffit que ça soit dit parfois autrement
pour que ça nous touche autrement. Et ça, c'est très important. Donc, quand on a un peu de temps ou d'y consacrer, on n'est pas obligé d'y passer 1 heure ou 3 heures, simplement quelques minutes à regarder un commentaire. Si ça nous parle, on y va dedans, on fouille, on regarde. Et ça, c'est ça qui fait la richesse après de notre réflexion et de notre méditation quand on est seul. Donc moi, là, je vais essayer de vous donner quelques pistes, mais je ne peux pas vous les donner toutes, parce que d'une part, je ne les connais pas, et puis bon, ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Et c'est à vous donc de faire ces recherches. Donc on a la chance maintenant d'avoir un nombre de ressources absolument incroyables que n'avaient pas nos maîtres avant, donc ils devaient tout mémoriser. Nous, on a la chance d'appuyer sur des boutons, et ça apparaît tout seul sur des écrans, c'est assez formidable. Et ça, donc, cet aspect est très important, justement, pour nous aider. C'est un soutien qu'il faut utiliser. C'est indispensable. Et maintenant, donc, je pense que toutes les traditions bouddhistes, il n'y a plus maintenant cette dichotomie qu'on a cru qu'il y avait à une époque entre l'étude et la méditation. Toutes les écoles maintenant ont des chedras, ont des groupes d'études. Toutes les traditions tibétaines ont mis sur un pied d'égalité études et méditation. Et même Milarepa, dans sa grotte, dans ses grottes, pardon, il avait reçu, avant d'y aller dans ses grottes, tout un tas de commentaires et il les connaissait absolument. Donc sa méditation, elle se basait à lui aussi sur des études bien précises et des commentaires bien précis qu'il avait reçus de Marpa. Et puis bon, on n'est pas au XIe siècle, on ne vit pas dans des grottes, quoique. Moi, c'est un peu... Bon, enfin bref. J'ai l'impression d'être dans une grotte parfois. Mais justement, l'avantage du Péba, c'est de sortir de notre grotte et de venir partager un petit peu nos expériences entre nous et nos réflexions. Il y a un point aussi qui me paraît, peut-être qui va être une question. Dans cette présentation, vous allez voir évaluation, validation. Donc ça sont aussi des outils pour aussi se connaître et arriver jusqu'à la fin. Donc à la fin de chaque module, on appelle ça évaluation. Il est bien évident que ce n'est pas nous qui vous évaluons, c'est une manière de faire la révision d'un module, par exemple. Mais en général, je pense qu'on va continuer la même méthode. Ce sont des choses que vous faites chez vous, c'est-à-dire c'est en confiance. On vous demande par exemple de ne pas ouvrir les documents et de répondre en une seule fois aux questions. Comme ça, vous voyez aussi vous, ce que vous avez intégré, retenu. C'est plus une auto-évaluation que l'on va soutenir, partager, plutôt qu'un jugement sur votre travail. Il n'y a pas de jugement, on n'est pas à l'école, donc c'est un chemin personnel que chacun choisit. Donc on n'est pas là pour vous juger, vous n'avez pas médité, vous n'avez pas travaillé. Peut-être Christian va vous le faire un peu, ça, pour vous encourager. Non, pas maintenant, non. Et alors ensuite, la validation finale se fait justement parce que ça clôt le cursus complet. Et ça, c'est une validation plus officielle. Donc il y a une validation qui se fait pour les gens qui sont sur Internet, à distance, et une validation pour les étudiants qui viennent sur place. Voilà. Ça, je l'ai noté dans la présentation. Je ne sais pas s'il y a besoin d'insister beaucoup maintenant. On en reparlera, au fur et à mesure, je pense. Et ça se précise un peu plus dans les derniers modules. Ça commence à devenir un questionnement pour ceux qui arrivent jusque-là. Et voilà. La chose aussi que je voulais préciser, c'est que cette fois-ci, on a fait une inscription pour le cursus complet. Mais il y a des gens qui ont déjà fait des cursus précédents et les modules étaient séparés. On s'inscrivait par module. Ça veut dire que chaque module est quand même pas indépendant parce que c'est vraiment une suite. Mais ceux qui ont déjà fait des modules précédents, voilà, c'est un acquis aussi. Moi, j'ai les traces de ceux qui ont travaillé, parce que je garde le travail rendu, etc., pour avoir une image un peu de ce qui se passe.
Et donc les modules faits précédemment peuvent compter pour cette validation aussi. Voilà. Oui, et on n'est pas en fac de médecine, hein. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'élimination à la fin de l'année pour qu'on soit moins nombreux l'année prochaine. Donc vous êtes 80 aujourd'hui, vous êtes 80 à passer l'examen dans 7 ans. Hein. N'oubliez pas, c'est votre engagement, l'engagement que vous devez tenir. Et ouais, c'est donc un aspect aussi donc, tu as abordé, c'est l'éthique. Oui, tu en as parlé un petit peu de l'éthique. Oui. Plus on aura une éthique pure, en fait, plus on arrivera à acquérir ces enseignements. Ça aussi, ça n'a pas été facile à admettre pour tout le monde, surtout comme je disais, les post-hippies qu'on était. Mais on s'est rendu compte au fil du temps que l'acquisition de ces connaissances, ce travail d'étude, ce travail de méditation, il est fondé sur une éthique. Donc on demande aux étudiants du PEBA d'observer, d'éviter les 5... comment ça s'appelle ? Les 5 inconduites... les 5 attitudes incorrectes qui sont non, je suis méchant. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir, pas d'inconduite sexuelle et pas d'intoxicant. Voilà. Donc c'est ça. Si vous gardez ces 5 préceptes de base, préceptes, ça devrait aller, normalement. Ça devrait nous aider à avancer dans cette voie. Donc, n'hésitez pas à vous adresser à Françoise Majesté si vous avez des questions, toutes sortes de questions, pratiques et autres. C'est la coordinatrice du programme. Elle est absolument indispensable. Sans elle, on ne peut pas fonctionner. C'est impossible. C'est vraiment tout l'aspect pratique. C'est elle qui recueille tout, qui vous donne qui vous envoie ce dont vous avez besoin. Et je me repose beaucoup sur elle. Donc, voilà, n'hésitez pas à lui demander quoi que ce soit. Et vous pouvez aussi moi aussi, je suis un petit peu l'intermédiaire, donc aussi avec Geshe-la. Donc, dans les discussions, bon, j'essaierai dans la mesure du possible de répondre à toutes vos questions. Il y a énormément de choses que j'ignore. Et donc, parfois, on devra donc poser ces questions à Geshe-la pour éclaircir tous les points difficiles. Donc, moi, je suis un intérêt peut-être pour vous assez limité. Je vais simplement guider un petit peu les méditations et puis peut-être répondre à quelques questions. Et puis, je sais pas, en fait, je sais pas trop ce que je vais faire là. Je sais pas du tout. Je pense que vous allez voir à quel point Christian était aussi indispensable tout au long des 7 ans. Tu me diras plus tard. Bon, écoute, je pense que c'est à peu près tout. Des questions ? Oui, des questions, peut-être des choses qu'on a oubliées sur la validation des modules, sur... Chaque module est validé, hein, c'est ça ? Ou pas, finalement ? Disons qu'il y a une possibilité de validation pour chaque module. Cette fois-ci, le deuxième cursus, on ne l'a pas fait de façon très formelle, je dirais. Le premier cursus, tout était sur papier. On avait formalisé avec une petite carte chaque fin de module. Cette fois-ci, on a fait un enchaînement, comme on appelle un fondu enchaîné entre les modules. Et on n'a pas signé. Mais moi, je garde de toute façon les travaux rendus. Donc même si on ne vous signe pas une carte, le module est validé suivant les conditions, si les conditions sont remplies, c'est-à-dire avoir un minimum de présence, avoir rendu le travail. Donc ça, c'est indiqué dans la feuille, on vous le redira. La validation a quand même quelques conditions, voilà. Puisqu'ensuite, tout à fait à la fin, il y a possibilité de transmettre et d'avoir aussi l'aval de la FPMT pour pouvoir enseigner, comme fait Marcel d'ailleurs, c'est le cursus qu'il a suivi, pour pouvoir enseigner maintenant initiation à la méditation, au bouddhisme, ou peut-être même découverte du bouddhisme, voilà, suivant les compétences de chacun. Donc c'est aussi, ça peut être une motivation qui vous aide à tenir jusqu'au bout et aussi étudier d'une certaine manière. Moi, je sais que j'ai étudié, pas pour
pas pour transmettre. Donc c'est peut-être une autre façon de retenir les choses quand on veut les redire de façon juste, correcte. Et voilà, donc si cette motivation vous habite, c'est aussi important de la tenir jusqu'au bout. Et elle peut être, avoir une suite dans nos centres, dans le monde entier d'ailleurs, puisque ce sont des validations FPMT, donc ils sont valides dans tous les centres FPMT ensuite. Si vous avez des questions. Il y a une image que j'aime beaucoup personnellement, c'est cette image, vous savez, de la lampe à beurre qui passe, qui transmet la flamme à une autre lampe à beurre et ainsi de suite, comme ça. Et il n'y a rien qui se perd au milieu. C'est-à-dire que la flamme, la lumière continue d'une lampe à beurre à une autre, sans que rien ne se perde. C'est ça qui est formidable, je trouve, dans cette lignée de transmission, d'enseignement, c'est que l'enseignement du Bouddha est resté intact depuis des générations de maîtres à disciples qui l'ont transmis. Et c'est ce qu'on appelle parfois la chaîne d'or dans certaines traditions, où on forme vraiment une chaîne et on a tous un lien entre nous. Donc voilà, si vous pouviez garder cette image, et même si on ne transmet pas l'enseignement formellement, parce qu'on a acquis en étudiant, en réfléchissant et en méditant, c'est bénéfique à d'innombrables êtres. Et ça, Lama-Zopa Rinpoche nous le dit, nous le redit en le criant sur tous les toits, comme il peut, pour qu'on le comprenne bien, qu'on est bénéfique. Dès qu'on reçoit l'enseignement du Bouddha, on est aussitôt bénéfique à des milliards d'êtres, des cieux d'êtres. Voilà, aussi vaste que l'espace. Bon. Voilà. Je commence à partir, on va pas m'arrêter. Oui. Voilà la bonne question. C'était la question. C'est la question. Ah oui, donc est-ce qu'il y a sur les travaux rendus, est-ce qu'il y aura un retour? Donc, vu le nombre, je vais vous dire franchement, je ne vais pas corriger toutes les copies. Je n'ai pas le temps. J'aimerais chacun de vous y passer une journée sur chaque copie pour chacun. Donc, je vais en prendre quelques-unes au hasard. Je vais faire comme les professeurs vicieux. Lui, sans regardant chaque module, je ne sais pas, peut-être une dizaine ou plus ou moins, j'en sais rien, suivant mes disponibilités, comment vous répondez. Et sur cette base, peut-être donner un semblant de correction. Je n'avais pas une correction type, mais qu'on en reparle la fois suivante dans nos discussions, ou que ça serve à animer les discussions sur certains points que j'aurais trouvé intéressants ou mal compris, suivant ce que j'aurais lu dans vos copies. Donc voilà. Donc rendez vos devoirs, c'est absolument indispensable. J'en lirai certains, peut-être pas tous, je ne peux pas le promettre, le garantir, mais il y en aura certains qui seront... et puis je changerai, bien sûr. Voilà, donc oui, il y aura un suivi, en fait. Il y aura un suivi. Je vais m'y efforcer, en tout cas. Je vais m'y efforcer. Et puis, quand je ne comprendrai pas, bien, j'irai voir Geshe-la pour lui poser des questions quand j'aurai des doutes ou quand j'aurai... pour axer peut-être certaines discussions sur certains sujets qui, je vois, n'auront pas été acquis ou suffisamment acquis. Je voudrais éviter ce qu'on a tendance à aller faire à l'école, à l'éducation nationale. J'ai été prof, c'est pour ça que je dis ça. C'est-à-dire le prof fait son cours de mathématiques, et puis voilà, il fait son cours, et puis à la fin du cours, certaines choses ont été acquises, peut-être 90% pour le premier cours, ou 95%, et puis il passe au suivant. La fois d'après,
eh bien, il n'y a plus que 80% qui sont acquis. Le troisième cours, il n'y en a plus que 70%. Et on en perd toujours un petit peu. On perd certains élèves en cours de route parce qu'ils n'arrivent pas à acquérir 100% de l'enseignement. Et finalement, le professeur, il a tellement de travail qu'il n'a pas le temps de revenir sur les 30 ou 35% ou 40% qui manquent. Et il continue comme ça à avancer en espérant que par un miracle, ça se fera, le cursus sera complet. Nous, dans la perspective bouddhiste, on fait en sorte que chaque cours, que le mur soit à 100%, qu'il n'y ait pas une fissure, que ça soit vraiment bâti et qu'il n'y ait pas d'orifice, de passage flou. Donc c'est un petit peu mon optique dans cette transmission de l'enseignement. Justement, c'est que s'il y a des zones d'ombre ou des choses qui ne sont pas acquises, eh bien, qu'on y revienne avant de continuer à avancer. Voilà. Sinon, c'est bancal et le mur, il va tomber, il va s'effondrer à un moment donné. Parce qu'au bout du compte, au bout de 7 ans, il y aura beaucoup de fissures et c'est un peu dommage, quoi. Et donc, parmi les outils qui ont été mis en œuvre, il y a ces groupes de discussion, alors soit par petits groupes, soit groupes entiers, pour discuter ensemble. Et puis ces séances de révision ou de clarification. Donc, tous les dimanches, avant l'enseignement, il y a une heure de clarification. Donc ça sert aussi à vraiment revenir, ce que dit Christian, revenir sur ce qui a été fait, qui n'a pas été compris, qui peut être étayé, expliqué, etc. Donc chaque week-end, il y a le samedi de 15 à 16 ou 14h30. Oui, c'est vrai. J'ai trouvé que c'était trop long la période entre la fin du déjeuner et le début, c'était à 15h. Après, on va passer à l'heure d'hiver, on mangera plus tôt. Donc j'ai avancé à 14h30. Bon. Puis ça permet d'avoir une pause aussi. Comment ? Ouais, le groupe de discussion, tout ce qui était à 15h en fait. Samedi et dimanche. Samedi et dimanche, ça passe à 14h30, ce qui permet d'avoir une pause entre 15h30 et 16h avant l'enseignement de Geshe-la. Sinon, on enseigne trop sur l'enseignement de Geshe-la et ça fait... ouais. Et puis ça permet, après la discussion, parfois les discussions durent un peu plus longtemps, ça traîne, ou on a envie de continuer à en parler dans le hall, je sais pas, donc ça permet d'avoir un peu plus d'espace, quoi, disons. Ouais. Et, oui. Juste un pratico-pratique, il y a sur la présentation des journées, il est fait mention des moments où c'est pour les étudiants et des moments où c'est disponible pour tous. Oui. Au niveau. Comment ça se passe après dans le... Sur la présentation, il y a une différence entre les étudiants et les auditeurs libres, c'est ça? Oui, mais moi, ce que je me demandais, c'est pour l'entrée, par exemple, dans la Gompa, comment ça se passe? Parce que est-ce qu'il y a une petite pause entre, par exemple, là, ce que vous venez de faire au niveau de la présentation et après quand les autres personnes rentrent, ou est-ce qu'on rentre au fur et à mesure? Enfin, voilà. Les étudiants, les auditeurs libres, donc, ce sont les personnes qui ne souhaitent pas s'engager, mais surtout qui n'ont pas envie d'étudier forcément. Donc, il faut le savoir, ne reçoivent pas de documents. Mmh. Ils peuvent venir quand ils veulent, et si vous regardez le planning, ils ont accès à peu près à tout, sauf aux discussions, parce que comme ils n'ont pas étudié, ils ne peuvent pas participer. Je sais qu'on a toléré quelquefois, surtout au début, qui est par exemple, parce que un par groupe, ou alors qu'ils écoutent, puisque auditeur, ça veut dire écouter, sans participer ou poser des questions qui vont déranger le groupe, mais ils peuvent être à l'écoute s'ils le souhaitent. Donc c'est relativement ouvert quand même, et les auditeurs libres ont pratiquement accès à tout. D'accord, merci. Il y a des devoirs avec des questions. Comme tous les devoirs ne seront pas corrigés, est-ce qu'on pourra avoir les réponses aux questions pour pouvoir ajuster nos connaissances, nos acquis? Est-ce qu'on pourra recevoir la réponse des questions à chaque devoir après, quoi? Non. Matériellement... non, il n'y aura pas des réponses individuelles sur chaque copie. Ah, général, oui, pardon, j'ai mal compris.
Général, oui, bien sûr, bien sûr. Ah oui, absolument. Oui, oui. Il y aura une correction ensemble. Oui, oui, bien sûr. Et ce qui permettra de discuter, bien sûr. Ah oui, oui, oui. Je croyais que tu voulais dire sur chaque copie, j'allais mettre un commentaire et tout ça. Ah, d'accord. Non, non, très bien. Je ne comprends pas quand tu dis une discussion ensemble, c'est-à-dire le week-end d'après, quand on se retrouve, on fait une petite réunion entre nous et puis... ouais. Ça fera partie des groupes, enfin de la révision, voilà, c'est ça, du cours, sur le week-end d'après. Et ce qui serait bien, je crois que c'est conseillé, enfin, je sais pas, je pense que ça a été fait dans les modules, enfin dans les PEBA précédents, c'est que vous prépariez le cours qui arrive, hein, c'est ça, hein. C'est-à-dire que voilà, que vous ayez une lecture, qu'avant le cours, vous sachiez déjà de quoi on va parler, que vous ayez préparé en amont un petit peu ce qui va être dit, ce qui vous permettra vraiment plus de l'intégrer et de l'approfondir. Si déjà vous l'avez lu, sans forcément chercher à trop l'approfondir, mais de le lire, de savoir où ça va. Ce qui est très important, vous savez, dans la transmission, c'est ce qu'on appelle en tibétain les sabje, c'est-à-dire... la structure, le schéma structurel de l'enseignement. Geshe-la va se reposer sur une structure, sur la structure du lamrim, avec le grand 1 et le petit a, le grand A, le petit b, tout ça. Et ça, cette structure, ce schéma structurel, c'est très important de l'acquérir. Et rien que de le noter, par exemple. Bon, on vous le donnera aussi. On les a fait, tous ces schémas structurels. Mais c'est bien que vous le notiez. Parce que comme ça, vous pouvez suivre l'enseignement au fur et à mesure où il avance. Vous savez dans quelle direction ça va. Et après, donc ça, c'est très utile après pour réfléchir et surtout pour méditer. Parce qu'une fois que vous avez cette structure, vous vous mettez en méditation et vous revoyez ça dans votre tête et vous savez exactement ce que vous allez mettre dans ces points-là et vous savez exactement comment réfléchir sur tous ces points. Parce que tous ces points sont extrêmement détaillés, extrêmement progressifs et permettent d'avancer sur la voie. Hein. La voie, c'est un tout. Et ce tout, il est fait d'une multitude de petits points comme ça, de petits pas. En fait, c'est comme si on vous donnait la carte d'un chemin de randonnée en vous indiquant chaque pas que vous devez faire. Ce n'est pas simplement des balises sur les arbres, c'est chaque pas. Et tous ces subjets, là, tous ces schémas structurels, là, tous ces points, c'est chacun des pas que vous devez faire. Alors bien sûr, il faut aussi être créatif. Il ne s'agit pas d'être complètement passif par rapport à ça. Il faut faire le gâteau, hein, quand même. Il faut chaque point, il faut y mettre de son vécu. Ça, c'est très important. Ça sera le travail dans votre méditation. Mais ça, bon, j'y reviendrai sans arrêt. Du mettre de vos vécus pour que ça soit créatif, que ça ne soit pas simplement écrit sur un papier, mais que ça soit vraiment créatif, que ça vous parle. Et il vous faudra aussi aller chercher des citations. Ça, ce sera votre travail pour vous aider dans la méditation. Je ne sais pas si on a le temps pour une autre question, parce que si vous voulez faire une pause, Geshe-la doit venir à 10h30. J'ai aussi une annonce, parce que je vous ai envoyé à tous le texte qui va être étudié. J'ai déjà eu des demandes de photocopie, donc peut-être je vais les grouper. Je vous mettrai une feuille sur la table, là, et vous mettrez votre nom. Comme ça, je vous mettrai un dossier photocopié. Et la participation, je ne sais plus combien il y a de pages, donc c'est 20 centimes, je crois, la page. 244 pages, vous faites le calcul. Et vous mettez dans la boîte. Donc, si vous voulez avoir une copie papier, je la fais à la demande et nominativement. Voilà. Sachant que c'est le même texte que le cursus précédent. Donc, les anciens étudiants peuvent prendre l'Amrim Dring de sa sainteté du précédent cursus. On fait une petite pause avant de faire la pratique, le rituel avec Geshe Loden, qui devra arriver dans 5 minutes. Alors ne traînez pas, on a une toute petite pause.